Cette semaine, dans le balado, on cherche à prouver notre innocence et on accepte un boulot de merde. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Hello, c'est vulgaire. Ah, que veux-tu? Accepterais-tu ce genre de boulot? Travailler de nuit comme gardien de sécurité, je pense pas. Je pense pas, non. Ça me briserait pas mal toutes mes activités, puis mon cercle social, puis tout. Surtout dans un endroit spooky, c'est comme... Ouais, j'étais un peu trop... Comme trois prises, là, tu sais. Trouillard pour ça, exactement. Donc, on vous reparle de cette sortie attendue parmi une communauté de gamers. Évidemment, une adaptation d'un jeu très populaire. Maintenant, sur les affiches, mais avant, un petit tour d'horizon de l'actualité. Moi, c'est plus des trivia que des actualités. C'est, écoute, j'en parle à chaque semaine, Letterboxd, l'application sociale de films, si on veut. C'est pas pour écouter des films, mais pour juste faire des critiques et partager ce qu'on a écouté. Et comme toute compagnie ou quelque chose, ils publient leur propre liste, leurs propres nouveautés, etc. Là. Ils ont une chaîne YouTube où ils font des petites entrevues, des choses comme ça. Là. Ils sont très impliqués dans le cinéma et l'actualité. Pas autant que nous, là, mais quand même. Ouais. Ils ont des croûtes à manger encore, je pense. C'est ça, exactement. Même si, nous autres ici, on a refusé à date les premières offres de vente du balado pour 17 millions, c'était pas assez. Bref, ils ont publié un top 50 des films d'horreur réalisés par des femmes. Oui, j'ai vu ça passer. Les mieux notés, dans le fond, là, du top 50. Fait que c'est pas au niveau tant de la qualité que juste le rating du public, là, la note moyenne que le public donne. Ouais. Puis... est-ce que tu pourrais devenir le numéro 1? Est-ce que tu as vu c'était quoi le numéro 1? Écoute, j'ai vu passer le visuel. Je trouve qu'on est quand même un peu large dans horreur, là, mais surtout que c'est par des femmes. Fait que si tu penses à toutes les Freddy et ces affaires-là, ben, c'est pas elles qui l'ont fait. Mais j'ai été surpris de voir un numéro coup de cœur dans la liste. Mais le numéro 1, c'est American Psycho de Mary Herron. Ouais. Mais là, j'ai pas toute la liste sous les yeux. Là. Mais tu sais, c'est un thriller. C'est ça. Mais c'est pas... mais c'est quand même sanglant et tout, mais on est moins dans les codes du film d'horreur classique. Mais tu sais, on n'est pas si loin d'un Hitchcock puis ces choses-là en même temps. Fait que ça peut passer. Mais ce qu'on note, c'est que Vampire humaniste cherche suicidaire consentant de Ariane Louis XVI est numéro 5 sur la liste avec une moyenne de 3,8 sur 5. Il y a en numéro 4 A Girl Walks Home Alone at Night de Anna Lily Amirpour, qui est un des films qui a inspiré... globalement, mais que Ariane notait là, dans ses films qui l'ont inspiré. Oui. Il y a 2 films de Julia Ducournau, Grave Raw, qui est numéro 6, et Titan numéro 8. Puis dans les plus récents que je connaissais, il y en a beaucoup que c'est un peu plus indépendant, puis je les connaissais pas, mais Saint-Maud est dans la liste, le Babadook, Bodies. Mais voilà. Fait que je sais pas trop comment ça se trouve sur Letterboxd, mais pas mal si vous tapez Top 50 Horror Movies by Women, machin. Là. C'était quand même des affaires hot qui ont été partagées cette semaine par plus d'une personne. Ouais, donc bravo à l'équipe de Vampire Humaniste. Quand même, c'est cool de voir un film québécois, de se retrouver quand même... oui, c'est ça. Puis même si, au même titre, on est dans des codes de l'horreur, là, on a parlé assez de Vampire Humaniste, c'est des vampires, des affaires comme ça, mais c'est pas un film terrifiant, mais il est dans... la grande famille de l'horreur, tu sais. Oui. Puis il se démarque, continue à se démarquer à l'international et tout. Alors, bravo, et ça continue. Je pense que, comme on disait, là, en fin de semaine, week-end de l'Halloween c'est mardi. Vous voulez être un peu dans le bain, mais vous aimez pas les films d'horreur, c'est comme parfait spot on, si on veut. Voilà. Et toi, quoi de neuf? Si t'es comme moi et que t'en peux plus de savoir la conclusion du dernier Mission Impossible, que t'as de la misère à dormir tant tu veux connaître la conclusion. J'ai pas de la misère à dormir, mais j'aime vraiment cette série de films-là et j'ai vraiment hâte. Est-ce que je vais pouvoir voir la suite l'été prochain, Patrick? Malheureusement, non. Il va falloir que tu sois encore plus patient d'une autre année même. Donc, 2025. Ouais, Mission Impossible 8 repoussé au 23 mai 2025. Donc, une année presque complète. Et je veux dire, c'est à cause des grèves et de toutes ces affaires-là. Le film ne sera pas prêt à temps, c'est certain. Mais curieusement, on a finalement abandonné le titre de Dead Reckoning Part 2. Ils ont réalisé que... Mais finalement, ça va être quoi? Un nouveau titre, mais il n'est pas annoncé, genre? Oui, effectivement, j'ai l'impression que ça va être ça. Là. Donc, est-ce qu'ils vont Deadliest Reckoning.
Deader. Il va peut-être avoir un retcon sur le 7, donc ce sera plus Dead Reckoning Part 1, mais juste Dead Reckoning. Ouais, peut-être. Mais là, l'impression, t'as là. comme gâché. Là. Ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est qu'il l'appelle Dead Reckoning, que le monde dise « Ah, bon Dieu, c'était à suivre. » Ben oui, surprise. Oh my God, le film n'est pas ça. fini. Mais Ça oui, se continue. en général, quand t'écris partie 1, partie 2, ça vend moins. Dune l'ont fait. Quand t'écoutais le film Dune, c'était écrit Part 1 au générique. Ouais. Mais toute la promo partout, on disait juste c'est Dune. Dune. Mais là, ça va être maintenant Dune Part 2, je pense. Oui. Ou Chapter 2, je sais plus. Ouais, Dune 2. je pense que c'est Part 2, Part si ma 2. mémoire est bonne. Donc, voilà, pour les fans de Tom Cruise et de la franchise, il va falloir être un peu plus patient. Sinon, c'est une semaine relativement quand même tranquille en termes d'actu, mais petit fun fact ici, parce qu'il y a Britney Spears qui a sorti son Ses autobiographie. Ouais, c'est ça, cette semaine. Et elle révélait finalement qu'elle avait passé des auditions pour le film The Notebook. J'ai vu Ouais. passer l'audition. Ben oui, on l'a même sorti sur Internet. Le réalisateur a fait ça, ce qui est quand même cool, je trouve. Ben, ça fait une promo pour son Ben, c'est sûr, c'est sûr. Elle n'a pas l'air niaiseuse, là, c'est pas correct. Mais ben, écoute, la runner-up était vraiment la deuxième derrière Rachel McAdams. C'était Antel et McAdams qui a finalement le rôle, mais elle a battu quand même Scarlett Johansson, Claire Danes, Amy Adams en termes d'audition. Là. Donc, ça aurait donné tout un autre film. Puis elle-même a dit finalement, elle était très contente finalement pas de l'avoir joué. Là, parce que, sa carrière aurait été complètement autre chose. Ouais, puis je pense qu'elle trippait vraiment plus chanter que de jouer. Là, son expérience sur le tournage de Crossroads. Ouais, je pense que c'était une catastrophe. Oui, j'ai jamais vu. Moi non plus. J'ai jamais vu le Notebook non plus. Okay. Le Notebook, c'est très sympathique, honnêtement. Okay. Je l'ai vu vraiment par après, là, quand il est devenu. Ça avait été très populaire. T'étais pas le vendredi soir au cinéma. Non, pourtant, ça aurait pu très bien. C'est le genre de film que ma conjointe adore. Mais moi, j'ai vraiment vu sur le tard. Fait que, bref, on aurait pu se retrouver avec une Britney Spears à Hollywood. Est-ce que Rachel McAdams aurait commencé à faire de la musique pop à ce moment-là? Elle chante pas dans Mean Girls, me semble, d'ailleurs. Il y a des chansons dans Mean Girls? Il y a un numéro, là, numéro de spectacle de Noël. Ah, ok, peut-être, ouais. Oui, c'est vrai, mais c'est comme sexy secondaire, là, très malaisant, justement. Là, mais je sais pas si c'était du lip-sync ou c'était eux qui chantaient. Je pense que c'est du lip-sync. Ouais, ok. Ouais. Parce que c'était quand même Amanda Seyfried qui est là-dedans, qui chante, qu'on a pu voir dans Mamma Mia et tout. Fait que voilà pour les actus de mon côté. Dans tout. Amanda Seyfried qui pourrait peut-être jouer Britney Spears dans un biopic. Mais ça marchera pas. Parce que quand on va faire un biopic sur Britney Spears, ça va être dans comme 35-40 ans. Fait que ça va prendre une nouvelle jeune coqueluche qu'on ne connaît pas encore, qui n'est pas encore née. J'ai comme pas noté. Fait que j'ai juste Il y avait, comme il y en a souvent, une autre enchère d'objets de films à des prix complètement capotés. Qui n'est pas pour nous. Non, c'est ça. Puis c'était la griffe de Freddy. Le pas gant, 5 nuits chez Freddy, mais le gant de l'original, du premier film. De la nuit, porté par Robert Englund. Robert Englund. Puis, mais ça, c'était genre 400 000 livres sterling. Là. C'est une affaire de fou. Là. C'est quasiment pas le double, mais pas loin. Fait que c'est peut-être un 750 000 US. Ouais, c'est ça. Là. Ça doit être une bonne partie de tes REER. Oui, je pense que la totalité est plus. Mais je pense que j'avais vu dans un documentaire que le premier gant pour le premier film, c'était vraiment des vraies lames. Là. Ah oui, c'était vraiment tranchant. Oui, c'est ça. C'était coupé à quelques reprises. Je le sais jamais non plus. On sait à quel point on sait que c'est la vraie, le seul, tu sais. La réplique du pistolet d'Han Solo. Je pense que ça provient... avait 6, là. Oui, c'est sûr que c'est pas l'unique, mais souvent, c'est un des seuls en circulation. Il était vraiment sur le plateau. Oui, mais ce qui arrive, c'est que les objets se brisent, se perdent. Donc, puis habituellement, pour ces genres d'enchères-là, c'est soit des comédiens qui donnent, qui les offrent, ou des gens de la production qui ont récupéré des trucs, là. Fait que c'est pas... monsieur n'importe qui a ça dans son sous-sol. Là. Fait que généralement, je pense que c'est crédible si quelqu'un de la production l'avait. Puis habituellement, tout est authentifié aussi. Là. Ils font des recherches pour vraiment matcher que tout se passe. Parce que dans le monde de l'autographe, il y a quand même beaucoup de contrefaçons. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Alors des chandails signés par des athlètes là, que finalement, pas tant. Là, mais de ce que j'avais un petit peu les coulisses, il y a quand même beaucoup de recherches effectuées en amont là, pour vraiment authentifier le tout vient qu'un certificat. Puis, ouais.
Mais c'est une belle passion. Si jamais on était... on avait la richesse d'un Jeff Bezos. Moi, j'achèterais pas un yacht, mais je pense des objets de film. Ben oui, tu pourrais t'acheter un yacht pour mettre tous tes objets sur ton yacht. C'est ça. Pourquoi pas? Ben oui. Au port de Québec. Là, voilà. Sinon, dans les bandes annonces, film québécois qui... que moi, j'ai hâte de voir. Oui, mais qui surprend par son changement de titre. Oui, j'avoue. Il s'appelait au départ La Meute, inspiré de l'adaptation de la pièce de théâtre de Catherine Anne Toupin. Ouais. Mais même en voyant la bande-annonce, je trouvais que La Meute, je ne sais pas pourquoi qu'elle utilisait ce nom-là. Je ne sais même pas c'est quoi l'histoire, dans la finalité de l'histoire, le punch et tout. Fait que... Mais il doit y avoir un lien en utilisant ce mot-là, mais moi aussi, je suis un peu moins vendu au nouveau titre. OK. Ben, c'est... Toi, oui? Je suis neutre. C'est juste parce que ça fait comme 1 an qu'on appelle La Meute. Ça va être l'adaptation de La Meute. Ça s'appelle La Meute. Ça s'appelle pareil. Puis là, pouf, nouveau titre. Fait que j'avoue qu'on a eu, avec en tout cas, le regroupement professionnel, même les distributeurs avaient l'air surpris, mais c'est un choix de Anémon, en fait, là, de la réalisatrice puis la scénariste. Bref, c'est quoi ce titre? C'est Lucy Grizzly Sophie. C'est moins cinéma. Ça fait plus album de musique, là. Je sais pas trop. Bref, Lucy Grizzly Sophie de Anémon, qui est une réalisatrice établie maintenant. Et ça met en vedette Catherine Anne Toupin et Guillaume Cyr, que j'adore, que je trouve excellent. Puis c'est comme une fille qu'on comprend être en cavale qui va trouver refuge dans ce bed and breakfast-là. Très reculé, puis se lier d'une certaine amitié ou sentiment, je sais pas trop, avec le personnage de Guillaume Cyr, mais est-ce que tout ça serait du hasard ou volontaire? On est dans le thriller psychologique ici, et ça sort en février. La date exacte n'est pas annoncée, mais février 2024, fait que... C'est pas une romance de Saint-Valentin. Là, non, au contraire, de peut-être l'autre film qu'on va parler, qui pourrait être, même si on est dans la comédie, mais c'est ça, tu m'as parlé de ce film-là que je ne connaissais pas. Mais la bande-annonce est sortie aujourd'hui, je pense que c'est pour la mettre devant Five Nights at Freddy's, qu'on parlera dans quelques minutes. Ça s'appelle Lisa Frankenstein. Et ça a l'air un peu capoté. Je pense que c'est peut-être un scénario assez générique, mais très éclaté visuellement. Fait qu'une fille qui crée un genre de Frankenstein ramène quelqu'un des morts, un peu zombie, machin, puis deviennent comme en amour et doivent, j'imagine, tuer plein de gens pour peut-être avoir des parties du corps ou des choses comme ça. Fait que de très coloré. Puis c'est des beaux et des belles jeunes comédiennes. Catherine Newton, qu'on a vu récemment dans le Ant-Man 3, là, qui faisait la fille de Paul Rudd, le personnage de Ant-Man, c'est ça. Une comédienne que j'aime beaucoup. Dans plein de choses récemment. Elle était dans Freaky, là, avec Vince Vaughn, dans Détective Pikachu, là, le dernier, le film Pokémon en humain. Moi, j'ai découvert à la télé dans Big Little Lies de Jean-Marc Vallée aussi. Bon. Et le mec, c'est Cole Sprouse qu'on a vu dans Riverdale. Ben là, il est très maquillé dans le film. Oui, je l'avais pas reconnu. Ouais, qui jouait Jughead. Puis il était aussi dans le film Five Feet Apart, là, sur les deux amoureux qui avaient la fibrose kystique. Et dans, c'était quoi, Cody et... Ah, c'est télé. Lui, ça? Oui, c'est les deux jumeaux. Qui étaient sur un yacht, justement, avec des objets de collection. Non, pas Zach et Zach et Cody. Ouais, Zach et Cody. Zach et Miri font un porno, c'est autre chose. Zach et Cody. Eh oui. C'est lui, ça. Ah ben, coquin. Fait que des enfants vedettes. Puis c'est écrit par Diablo Cody, meilleur nom, qui a écrit plein d'affaires, dont Juno, Jennifer's Body, puis une couple de films de Jason Reitman, en fait. Juno, Young Adult, Tooley. Ouais. Fait que voilà. Réalisé par Zelda Williams. Oui, c'est ça. Quand j'ai vu le nom générique, en fait, c'est la fille de Robin Williams que je ne savais pas qu'elle était active dans. Moi, je regardais. Elle a énormément de crédits d'actrice, de réalisatrice, mais toutes des affaires super indie, puis des séries télé, puis des trucs que je connais pas en tout, ben des courts-métrages, des trucs comme ça. Fait que. Donc, tu vois qu'elle roule beaucoup, mais je ne l'ai jamais vue nulle part. Fait que c'est son entrée, peut-être à Hollywood. Très blockbuster ici, là, comme on dit. Mais ça a l'air très éclaté. Ça se passe dans les années 80, je pense. Voir toutes les permanentes, puis les cheveux gaufrés, toutes ces affaires-là. Fait que, je crois qu'il y a un peu une vibe Beetlejuice, un peu. Ouais, quand même. Un peu gothique, là, justement. Là. Pas tout le monde, mais comme elle, là, justement, fait que bref, Lisa Frankenstein, ça sort le 9 février. Fait que oui, c'est assez à temps pour la Saint-Valentin et du bon temps entre amis. Voilà. Ben moi, c'est encerclé au calendrier. Oui.
Donc, restons dans la thématique soi-disant horreur avec les sorties de la semaine, débutant avec ce Five Nights at Freddy's d'Emma Tammy. Oui, 5 nuits chez Freddy au Québec. Mettant en vedette Josh Hutcherson, qu'on a connu surtout de Hunger Games. Ouais, c'est Péta. T'es-tu Péta? Oui, exactement. Ouais, et de Zarathustra. Non, Zathura. Pas Zathura, Ouais, c'est ça. il est un petit peu plus jeune. Piper Rubio, Elizabeth Lyle, qu'on a vu surtout à télé, dans You, dans Once Upon a Time. Comeback de Matthew Lillard, du premier Scream. On va suivre, écoute, sans tomber dans... Garder le plus de mystère possible, là, mais le personnage de Hutcherson, Mike, a besoin d'une job. Il va se retrouver gardien de nuit d'une vieille pizzeria familiale désaffectée qui était célèbre pour ses automates, là, des espèces d'animaux électroniques qui jouaient des petites chansons pour divertir les enfants. On ne sait pas trop pourquoi. La place a fini par fermer, mais il faut continuer à la protéger pour être sûr qu'il n'y ait pas de vandalisme et de choses comme ça. Mais de nuit en nuit, il va réaliser qu'il y a des choses de plus en plus étranges, puis des individus qui viennent un peu se greffer autour d'une jeune policière et tout. Et lui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est obligé de garder cette job-là parce qu'il essaie de conserver la garde de sa jeune sœur. Parce que la méchante tante essaie de la revoir pour avoir l'argent qui vient avec. L'argent... L'assistance sociale, il n'y a pas un trésor familial. Là. Fait que, bref, il va se retrouver un peu mêlé dans toute cette histoire-là, un peu spooky de ces animaux qui vont faire des méchancetés. Et bref. Tout ça souffrant d'un traumatisme lié à son passé aussi. Oui, alors, voilà. On voit que c'est quand même quelqu'un de poqué. Jamais de ses blessures. Il joue quand même bien, pour aller direct, je trouve le gars justement un peu magané, qui a de la misère à dormir, puis quand il dort, c'est pas reposant. Puis, tu parlais de Zathura tout à l'heure, en entrée de jeu. Hutchinson, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de métiers, mais il a 31 ans, mais il a débuté très jeune dans le métier. Puis à l'époque, il avait fait 3 films que j'avais beaucoup aimés, qu'on avait écoutés en famille. Zathura, ARV avec Robin Williams, et puis The Bridge to Terabithia aussi, qui était un très bon film pour pré-ado. Puis, écoute, dans Hunger Games est très efficace aussi. Là, même. Oui. Donc, je suis content de le revoir. Il me semble que ça a été tranquille un peu plus ces dernières années. Ouais. Puis là, dans un rôle plus adulte aussi. Là, où Mais là, c'est quoi ça? Ouais, d'où ça sort, ça, Patrick? Toi, t'es-tu un gamer? Non, moi, je suis pas très gamer. Moi, je joue à NHL, puis tout le monde trouve ça plate. Fait que, voilà. Moi non plus, pas du tout. Malgré que je connaissais donc le nom, même si je ne suis pas du tout un fan de jeux vidéo, parce que à la base, le jeu est un des jeux les plus populaires, je pense, de la dernière décennie. Sur ordinateur, je pense. Oui, je pense sur du cassette, mais ça trahit mon âge. Soufflé dans ta Sega Genesis. Cassette vidéo. Mais sur console, en tout cas, bref, un jeu... Je pensais plus horreur à l'origine. Je pensais que c'était un jeu plus gore, le style Resident Evil, tout ça, mais finalement, non, c'est comme un peu un jeu d'épouvante, mais de ce que j'ai compris en jasant avec des gens un peu près de moi, c'est quand même un peu soft. Là, okay. Fait que, c'est pour avoir une bonne frousse. Là, ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il a fait la renommée, c'est que c'est vraiment un petit jeu indépendant qui a été lancé par le créateur, s'appelle Scott Cawthon. Scott Cawthon? Ouais, Cawthon. Puis, mais pas O-T-T-O-N. Okay. C'est A-N Cawthon. Okay. Puis c'est des YouTubers qui ont commencé à en parler. Puis là, c'est ça aujourd'hui. Là, c'était il y a une dizaine d'années, on était dans le début de tous ces débuts de réseaux sociaux et compagnie. Fait que ça a fait boule de neige. Talk of the town. Fait que écoute, là, tout le monde... C'est devenu une franchise incroyable. Mais le premier jeu date de quelle année? 2014. Mais dès 2015, les droits avaient été achetés à l'origine par la Warner qui voulait faire un film. Le projet donc a pris quand même du temps à arriver sur nos écrans, en bonne partie parce qu'ils ont changé de réalisateur. Puis à une certaine époque, le film a été entre les mains. En fait, il a contribué beaucoup au développement. C'est Chris Columbus, qui est l'homme derrière les deux Harry Potter. Là, ouais, c'est ça. Écoute, même comme il dit, Home Alone. Puis c'était un des protégés de Spielberg. Il a écrit Gremlins, entre autres, et tout ça, là, les Goonies. Parce qu'en voyant le film, j'étais un peu surpris. Je m'attendais à quelque chose de plus horreur. On pourra en revenir. Mais c'est quand même très léger. On n'est pas dans la chair de poule non plus. Et là, ça s'explique quand j'ai vu que Chris Columbus a été attaché au projet, participé à ça. Et le créateur Cawthon aussi a participé à toutes les ébauches de scénario et de l'histoire. Donc,
dès le départ, je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose là, peut-être pour un public plus préadolescent là, que vraiment amateur de films d'horreur. Puis, je pense en cours de route, je pense que c'est en 2020. En tout cas, Cotton a décidé, ils s'en allaient en tournage. Là, le scénario avait été approuvé, Columbus était prêt. Puis il y a comme eu un flash pour une meilleure histoire, en tout cas, que lui trouvait plus intéressante. Fait qu'ils ont vraiment abandonné le scénario, puis ils ont reparti de zéro. Puis ça prenait trop de temps, fait que Columbus a finalement quitté le bateau pour une réalisatrice que je connaissais pas, Amotami. J'ai essayé de fouiller, elle avait vraiment juste quelques films à son actif, puis des trucs un peu plus low budget, mais je pense qu'elle avait travaillé avec Blumhouse. Il faut dire que c'est une production de Jason Blumhouse sur une série télé. Fait que bref, c'est là le lien. Pourquoi on est allé la chercher? Fait que je pense qu'elle fait quand même un honnête boulot. Je pense que tout le monde était d'accord sur la réalisation. Oui, quelque chose d'assez bien. Mais je pense qu'il faut juste, peut-être pour apprécier mieux le film, arriver avec moins d'idées préconçues, ou en tout cas, pas s'attendre à vraiment un film d'horreur là, où vous allez sursauter à la tonne puis voir beaucoup de sang. On n'est pas là. Ben, surtout que au fil du récit, on le comprend assez rapidement, c'est qu'il n'y a pas tant de personnages. Fait que, en plus, mettons un film de zombies, ça peut être super macabre parce que les zombies mangent plein de monde tout le temps à gauche et à droite. Mais là, si tu as 3-4 personnages, il n'y a pas beaucoup de meurtres à la minute. Mourir là, après, à toutes les 10 minutes. Là, fait que c'est un peu ça. Plus... On garde le concept de faut qu'il retourne plusieurs nuits, les choses évoluent ou dépérissent, là, dépendamment de comment on voit ça. Fait que on a ajouté, comme on a dit, la profondeur psychologique, un backstory à pourquoi il est là, pourquoi il persiste à retourner travailler. Il a envie d'enquêter un peu sur ce qui se passe. Le rôle avec sa petite sœur qui, elle, se lie un peu avec les grosses poupées, c'est ça. Fait que là, tout ça est comme un peu, sont-ils bons, sont-ils pas bons, qu'est-ce qui se passe ici? Puis voilà. Fait que, mais je trouve que, là, c'est un peu préférence personnelle, là. Je trouve que ça flirte un peu avec les genres de films qui sont hommages aux films de série B d'horreur. Mais je ne sais pas si le film est au premier degré ici ou comme s'il veut se moquer un peu de ces affaires-là ou si, sans le savoir, il n'a pas réussi à faire mieux. Mais c'est le but aux États-Unis, c'était vraiment important, je pense, qu'il soit PG-13. Ouais. Comme on a dit, on vise c'est comme 13 ans et plus, mais on vise du 13-15 ans. Là, on n'est pas dans le... Moi, je sentais qu'on voulait aller chercher une nouvelle génération de joueurs. J'ai senti... Ben, à un moment donné, t'as des objets dérivés, t'as des jeux vidéo, tu crées un film, c'est pas pour ramener tout le monde au film, c'est pour recréer de la vente du jeu, de la vente des t-shirts, des sacs à dos, des costumes, n'importe quoi. Moi, je suis curieux de voir les prochaines semaines de bouche-oreille parmi des fans de la première heure. Est-ce qu'ils vont triper embarquer? Fait que ça, on le saura seulement. Mais sinon, si vous cherchez... quelqu'un qui avait 12 ans en 2015 quand il jouait, là, il est rendu à 20-22 ans. Je sais pas. C'est ça. Fait que c'est un film, je ne serais pas familial comme Charles de Poule l'était, là, qui était comme une comédie d'horreur léger, mais on n'est vraiment pas dans la conjuration de ce genre de film-là. Là. Donc, c'est pas décadence. Là. Non, vraiment. Même si c'est des grosses machines de métal. Là. Fait que si vos jeunes disent hey, « je vais voir ça avec des amis », c'est correct. Là. Ça va être correct. Il va probablement dormir cette nuit, je pense. Ouais. Alors, non, fait quand même, tu l'as mentionné, c'est les comédiens pour ce genre-là sont une petite coche au-dessus. Hutchinson fait du très bon boulot. Ouais, il y a une jeune gamine aussi, tu sais, Piper Rubio, qui s'en sort très bien. Là. Mais en fait, on a 2 films cette semaine où les enfants jouent bien. Quand même, sont au cœur d'un récit. Alors, Five Nights at Freddy's, qui est le dernier gros film d'horreur d'octobre, parce que là, on est la dernière fin de semaine avant l'Halloween. Ouais. Donc, c'est évidemment, il risque d'être très populaire en achalandage. Mais là, je mets ma main sur le côté de ma bouche comme pour te faire El Gros, j'ai une confession. Je suis quand même bien plus hâte à Thanksgiving de Eli Roth, qui est plus dans les codes du slasher, va me plaire plus que l'espèce de enquête robotique bizarre. Là. Mais on avait déjà parlé quand les bandes annonces étaient sorties pour Five Nights, puis il y avait eu une genre d'adaptation non officielle qui s'appelait Willy's Wonderland, qui est à peu près la même affaire, mais là, ce qu'on utilisait, c'est Nicolas Cage, qui, quand il fait des rôles un peu bizarres, où là, il disait presque rien. Il y avait un flat en avant de l'affaire. Quelqu'un disait « Ah, ben, je peux réparer ton char, là, un peu comme...
Texas Chainsaw, des affaires comme ça, là, Ouais. la maison de cire, tu sais, que tout le village est un petit peu en accord Décalé, avec ce qui se ouais. passe. Là. Fait que genre, le garage, ben tu sais, regarde, je vais appeler le propriétaire de cette vieille pizzeria-là. Si tu vas faire le ménage cette nuit, je répare ton char gratuitement, tu sais, une affaire de même. Parfait, m'a le faire, puis il dit rien, puis il boit juste genre du coke, puis une boisson cola, machin. Il faut juste qu'il fasse le ménage, tout est trashé, puis là, il se met à avoir de plus en plus de trucs bizarres. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi des jeunes qui entrent par effraction, les autres, c'est comme un défi, un dare. Là. Hey, pas game d'aller dans cet endroit-là, faut jamais aller dans cet endroit-là. Puis là, il se rend compte que tout fout la merde, mais là, il bataille plus contre les créatures et toutes ces affaires-là. Au final, c'était pas un si bon film que ça. Je pense que c'était allé direct sur plateforme il y a peut-être 3 ans, 2 ans, genre, une fois de même. Willy's Wonderland, qui est une autre version visiblement inspirée de ça, mais non officielle à m'amener. Puis sinon, pour les robots eux-mêmes, c'était quand même bien créé. Ouais, Ça, des fois, ça- c'est des vrais robots, des costumes, des affaires comme ça. Des fois, c'est du CG quand c'est plus simple. Quand il y a trop d'humains autour, puis qu'il y a du mouvement, puis des choses comme ça. Là. Fait que, non, c'est intéressant. Ce qu'on peut gager, c'est que ce sera le début d'une nouvelle franchise. Assurément, c'est sûr qu'il va y avoir une suite. Là, moi, je pense que, tu sais, j'ai pas regardé, ça a coûté combien, quoi, 25-30 millions, là? Ouais, je pense dans cette somme-là. Là. Gros max 40, mettons, là. Puis là, ils vont en faire comme 57 en fin de semaine aux États-Unis, plus le mondial, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être excellent, ça a juste besoin que tout le monde ait envie de le voir. Puis c'est ça. C'est parce que on en revient souvent à ça, mais tu sais, créer un buzz autour d'un film qui te coûte pas trop cher, là, je sais que 40 millions, c'est vraiment beaucoup, là, mais dans une production américaine, c'est pas tant que ça, qui était capable de le sortir sur tous les écrans, bien timé, etc. Quoi qu'aux États-Unis, il sort sur Peacock en même temps à la télé. Oui, quand même, ouais. Mais il doit avoir un deal pour ça aussi, j'imagine. Fait que quand tu arrives à aller chercher ça, c'est pas long, ta rentabilité. Là. C'est ça, tout le succès de Blue Mouse. Là. Faire des films d'horreur à 7 millions de dollars, en récolter 50, c'est moins que ce qu'un Disney fait, mais ton investissement est tellement plus faible. 500%, beaucoup plus rentable, puis tout, certain, exactement. Fait que voilà. Alors, complètement ailleurs cette fois-ci, Anatomie d'une chute de Justine Trière. Oui, la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Et on y reviendra après peut-être. Scandale, parce que c'est pas le film qui représente la France aux Oscars. De Justine Triet, qui a fait des films que j'ai compris plus légers, ses précédents films. Et là, elle est vraiment tombée dans le drame judiciaire. C'est vraiment un film de procès. Ici, au cours de la dernière année, Sandra et son mari Samuel et leur fils de 11 ans, Daniel. C'est tous des noms qui se ressemblent. Des fois, je me souvenais plus dans le film au début si Samuel, c'était le fils ou le mari. Ils vivent dans une petite ville isolée des Alpes françaises. Sandra, qui est une auteurice allemande. Lorsque Samuel est retrouvé mort, donc le père, dans la neige au pied de leur chalet, la police va se demander s'il a été assassiné ou s'il s'est suicidé. Donc, s'il a été assassiné, c'est Sandra, sa femme, qui est la principale suspecte. Alors, rapidement, tout ça va se transformer en procès. On va la voir de chez elle, avoir avec son avocat, joué par Swan Arlo. Avec son fils va assister au procès aussi, fait que ça va remuer beaucoup les dynamiques familiales, puis on va comprendre qu'il y a une espèce de plus gros backlash psychologique à tout ça autour de cette affaire-là, essayer de découvrir la vérité derrière sa mort dans tout ça. Fait que tout ça dans 2h30. Oui, quand même. Il se passe beaucoup de choses. C'est comme si, sur papier, ou peut-être que juste là, en le décrivant, vous dites « ça a l'air plate », mais c'est tellement bien écrit, je trouve. C'est pas... mais ça reste un drame judiciaire, un peu suspense au travers, mais c'est pas un suspense de meurtrier, c'est pas le silence des agneaux, là. C'est pas ça comme ambiance, c'est pas non plus... Des fois, on dit « c'est tellement bien écrit », puis là, tu penses à La vie est belle ou des affaires comme ça, de Amélie Poulain, puis là, oui, ça va être beau. C'est pas un feel-good movie, là. Mais on n'est pas dans le trash, on est juste dans un drame vraiment familial. Que je trouve qu'on ajoute, on est au-delà de juste qu'est-ce qui s'est passé, on ajoute plein de notions sur la mémoire, rapidement... ils disent des choses, puis là, quelqu'un d'autre, mais là, on a trouvé que hier, tu as fait telle affaire. Oui, je n'ai pas parlé. Pourquoi tu n'as pas parlé? Là, ça me tentait pas d'en parler parce que tu as peur que tout ce que tu dises fasse que tu aies l'air d'être un ou une meurtrière. Fait que tu caches des choses, mais là, le fait de cacher des choses, là, ça a l'air pire. Puis là, blablabla. Puis ce qu'on remarque aussi, après, je te laisse parler un peu, ce qui m'a frappé, c'est que ça se passe en France. Fait que c'est un film un peu multilingue parce qu'elle, souvent, elle va parler en anglais, justement. C'était comme un peu le
point commun avec son mari, c'était qu'elle parlait en anglais parce que lui, il parle pas allemand. Elle sait parler français, mais c'est un gros effort. Fait que le film est un peu mi-français, mi-anglais. C'est sous-titré quand c'est en anglais. Puis, sauf que là, c'est le système judiciaire français. Là. Puis la manière que ça se passe au tribunal, c'est pas comme on voit pas comme aux États-Unis. Ici ou aux États-Unis, où on a vu dans les Chambres rouges, par exemple. Là, c'est comme... ça envoie pas mal de pointes. Ça peut souvent se couper la parole puis parler par-dessus, ce qui est un peu dans le cliché qu'on dit des Français qui crient tout le temps. Là. Je veux pas nourrir le stéréotype ou le partager, mais j'étais comme, OK, peut-être que ça vient un peu de ça d'une certaine manière. Fait que voilà. Bien oui, donc un film que moi aussi j'attendais beaucoup. Je dois dire, j'ai bien apprécié honnêtement, mais peut-être que mes attentes étaient un peu trop élevées par rapport à tout ce que j'en entendais parler. Ouais, je pensais peut-être que ce serait plus excitant maintenant. Ouais, c'est ça. Ça demeure quand même assez, somme toute, banal comme histoire, mais à cause que c'est tellement bien écrit, le scénario est habilement construit. C'est comme un oignon puis enlever des pelures, des couches. Là. Donc, plus le film avance, plus on comprend des choses. D'ailleurs, le titre est très symbolique. Autant on a une chute directe où il y a un cadavre qui est retrouvé, mais en même temps, c'est l'anatomie d'une chute d'un couple aussi qu'on comprend d'une finalement. relation familiale. Oui, c'est ça, que tout n'est pas au bon fixe comme on pourrait croire au début, vraiment pas. Tout repose sur vraiment des comédiens très solides, dont le jeune garçon très efficace. C'est ça. Bon, si la fille était pas pire dans... c'est dur à comparer, là, mais dans 5 nuits chez Freddy, ici, c'est vraiment du haut niveau de jeu là, de tout, de Sandra Hüller également et tout. Là. Tout à fait. Donc, non, si vous aimez ce genre de film-là, allez-y. Je pense que déjà, juste le fait que ce soit une palme d'or, la plupart des gens vont courir un peu après. Ouais, c'est sûr que ça... Et on a eu, j'ai improvisé ça de même, je n'ai pas revérifié, mais les dernières Palmes d'Or étaient un peu différentes. Là. Triangle of Sadness, l'an dernier, de Ruben Östlund. Dans la satire. Ouais, on était dans la satire, on tournait longtemps dans ses excréments et tout. Puis l'autre année d'avant, c'était Titane. Mm-hmm. Puis ça, c'était vraiment plus champ gauche. Là. Je n'ai parlé d'entrée de jeu d'un film d'horreur. Julia Ducournau avec les relations sexuelles avec des moteurs, puis des tueurs en série, etc. C'était vraiment plus choquant. Là. Il était 16 ans et plus toutes ici. Fait que là, je trouve qu'on est plus dans on est dans le classique. Dans le classique, oui, là, c'est ça. Ici, des drames de meurtre. Des fois, on est plus léger, mais... Très accessible à tout le monde. Là, ouais, c'est ça. Là, exactement. Voilà. C'est un film qui n'a pas une grande présence musicale ou des choses comme ça. C'est un film de dialogue, d'avant. Ça avance. Toi aussi, tu te demandes, tu apprends des choses. Des fois, tu prends pour... Des fois, tu es sûr qu'elle est coupable. Des fois, tu penses que non. Tu deviens empathique envers elle. Après, on la trouve super froide puis qu'elle n'a pas de bon sens. Puis, pourtant, elle est assez stable d'une certaine manière. Ça reste une artiste, mais... On comprend que c'est juste un couple qui a amené à accumuler des difficultés. Fait que, est-ce que c'est juste un mauvais timing que ça allait pas bien ces temps-ci, puis là, il est tombé par accident? Fait que tout ça est vraiment intéressant. Ouais. Puis l'avocat de la... C'est de valeur qu'on n'a pas une Twitch, on le répète sur Twitch. Ouais, c'est ça. Il va falloir commencer à filmer. Bon! J'imagine qu'il va falloir que je coupe ça, en tout cas. Je sais pas comment ça a coupé, mais il y a une chaise qui s'est terminée, qui n'a pas pu survivre. Bref. Ah oui, il aurait fallu que ce soit filmé, ça aurait été beau. C'était tellement doux en plus. Ouais, là, vraiment pas comme en douceur. Comme... Ouais, c'est ça. Une patte qui tombe tranquillement. Sans casse, sans dommages physiques. Je sais plus où j'allais avec tout ça. Ah oui, c'est ça. C'est l'avocat de la couronne, là, dans le fond, lui qui accuse, qui représente l'État et le mort, mettons. Et tabarouette, il est haïssable. Il est haïssable, c'est ça, mais tu comprends qu'il connaît son rôle, puis c'est pour ça qu'il est un peu baveux de même dans ses questions, dans ses affaires, qui fait douter. Mais c'est juste, comme je disais, c'est pas un protocole qu'on est habitué de voir ici. Il n'y a pas beaucoup d'objections retenues là, dans ce procès-là. C'est plus comme continuer. Ouais, OK, non, je veux le savoir. Puis blablabla. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'un consultant spécialiste avait encadré un peu la production, là, justement, pour donner du réalisme. Donc,
Ça semble vraiment se dérouler comme ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas juste une fabulation dont on fait n'importe quoi. Là, ou comme dans Série Noire, là, quand au début, la série que les gars de Série Noire écrivent, là, que tout le monde est en toche tout le temps, puis qui est basé sur rien pantoute. Là. C'est ça. Il y a une notion qui est amenée aussi dans le film qui est super intéressante à un certain point, sans divulgacher ou quoi que ce soit, c'est qu'elle est autrice, puis à un moment donné, il utilise ses romans, il parle de ses romans, puis en cours. Puis c'est juste une petite mini-affaire de genre la notion de l'œuvre versus l'artiste. Là. Surtout qu'elle est comme dans l'autofiction en plus. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, quand est-ce que tu dis que c'est vrai ou pas vrai, ou faut que tu laisses ça de côté? Puis que là, on parle pas non plus de ceux qui ont commis, mettons, des actes répréhensibles sexuellement ou des choses comme ça, mais oui, en même temps, on n'a jamais tranché la question de genre, écoute, si j'aime encore ça, Annie Hall puis Manhattan, c'est-tu correct versus qu'est-ce que Woody Allen ou qu'est-ce que Polanski fait maintenant, mais je peux-tu écouter Rosemary's Baby puis trouver ça un grand film ou même si lui c'est un peu une vidange, c'est ça. Fait qu'il y a un peu de ça là-dedans, déjà, c'est à quel point on peut dire « Hey, t'as produit ça, donc c'est une partie de toi, fait que je peux me servir de ça pour te juger, tu sais. » Fait que il y a plein de... C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que le scénario est très intelligent, pas juste dans des twists, mais plus dans la densité. Il s'écoute très bien, mais la densité de couches d'oignons, comme on dit, c'est la vraie vie. Là. On n'est pas juste une chose, on est tout le temps plusieurs choses constamment. Tu sais. Le film est tout en nuances, c'est ce qui est intéressant aussi. Voilà, c'est ça. Puis on ne parlera pas de la fin, là, on va laisser tout découvrir. Mais Sandra Hüller était dans Tony Erdmann, qui avait aussi été un film allemand qui avait représenté les Oscars il y a genre 2015, 16, 14, quelque chose. Puis elle va être aussi dans The Zone of Interest, qui est un film très attendu de Jonathan Glazer, si je me souviens bien, qui fait pas souvent des films. Et ça devrait sortir. Aux États-Unis, ils disent 15 décembre. Je pense que nous, ça, c'est exactement le genre de film qu'on va arriver plus le 20 janvier, quelque chose comme ça, là, qui est distribué par Amtrak Film aussi, comme Anatomie d'une chute. Fait que, bref, on n'a pas fini de la voir. Elle est excellente, aussi polyglotte, comme on a eu Diane Kruger la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Fait que, voilà, c'est ça. Tout le monde est beau, tout le monde est bon. Swan Arlo aussi, qui récemment était dans le film... j'ai oublié le titre là, que j'avais vu qu'il rentrait dans une compagnie de fabrication de voitures puis essayait de les pousser à se syndiquer, à faire la grève et tout. Puis le titre du film était le nom de son rôle qu'il appelait l'initié, quelque chose comme ça. Non, pas l'initié. En tout cas, bref, en septembre, c'était lui dans plusieurs films. C'est comme c'est pas un nom qu'on connaît nécessairement, mais c'est un visage qu'on reconnaît dans plusieurs drames français. Voilà pour Anatomie d'une chute, qui est, c'est un très bon film. Peut-être que ça vous intéresse pas du tout, vous voulez quelque chose de plus action ou quoi que ce soit, mais c'est un film d'une très grande qualité. Il n'a pas volé sa palme d'or, je ne crois pas. Reste à voir quel succès ça aura ici, au Québec. Voilà. Dans les autres sorties, beaucoup plus léger, comédie d'action, Agent libre, Freelance de Pierre Morel avec John Cena et Alison Brie. Et Christian Slater. Il n'est pas mort. Je pense que c'est un what you see is what you get. Là. Un ancien agent des forces spéciales qui sert de garde du corps à une journaliste qui est venue interviewer un dictateur, mais c'est le jour du déclenchement d'un coup d'État. Fait que, en coup de blague et de coup de poing, il devra la protéger dans la jungle comme ça. C'est pas mal tout cette semaine. C'est vraiment les trucs majeurs. Là. C'est pas un gros week-end. Je pense qu'on veut continuer à surfer beaucoup sur les films d'horreur. Ouais. Les prochaines semaines sont un petit peu en dents de scie, mais c'est vraiment à partir de la mi-novembre puis du fameux Thanksgiving que là, les gros films vont sortir. Quoique la semaine prochaine, le 3 novembre, il y a Priscilla de Sofia Coppola. Hâte de voir ça. Alors qu'on a eu Elvis flamboyant de Baz Luhrmann l'été dernier. Pas cet été, l'autre d'avant, en tout cas, été 2022. Là, curieux de voir le tag, puis c'est approuvé par Priscilla Presley, puis elle a dit, c'est à Sofia, j'accepte, c'est la seule personne que je veux bien qu'il fasse mon film. On dit beaucoup de bien, d'ailleurs, c'était au TIFF, me semble, qu'il y a eu de bons éloges. Je crois, ouais. C'est ça. Je pense que la comédienne avait gagné un prix ou à Venise, en tout cas, je vous souhaite à Toronto. Et autant c'est un nom connu, j'ai pas vu tant de films de Sofia Coppola, j'ai vu Lost in Translation, peut-être un autre, mais... Ouais, moi non plus, j'ai... Puis elle en fait quand même un ou 4-5 ans. Là. Ouais. T'as juste vu Le Parrain 3, sort.
Et il y a Le procès Goldman, qui est un film français qu'on n'a pas encore eu le temps d'écouter, mais je trouve ça drôle qu'il y ait 2 films de procès en 2 semaines, 2 films français. Fait qu'ils vont peut-être que le procès Goldman, il va falloir qu'il tire fort son épingle du jeu, mais j'ai pas encore lu, je sais pas c'est qui se dit Goldman et tout. Pareil comme moi, ça va être une découverte totale. Fait que, on s'en reparle la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire au balado au singulier à commercial-monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, on vous souhaite bon popcorn, bon cinéma. Et puis, si jamais on vous offre un boulot d'agent de sécurité la nuit dans un endroit louche, pensez-y 2 fois avant d'accepter. Faites pas vos 5 nuits. T'sais. Dites oui, puis alors, cherchez un autre job. Puis, si c'est weird, retournez pas l'autre soir. Là, ça vaut pas la peine.